la renaissance des quartiers et des communs, ben, c'était vraiment cette question de mieux vivre ensemble et de la gestion collective des ressources aussi dans les quartiers et remettre finalement, penser une agglomération de quartiers. Ces 4 axes complémentaires, finalement, ils ont fondé vraiment toute, enfin on va le voir, vous allez le voir par la suite, c'était jamais l'un sans l'autre, c'est-à-dire qu'un projet, selon nous, ça nous permettait même de faire une grille d'évaluation, c'est-à-dire qu'un projet doit répondre à ces 4 axes pour être transition écologique. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, donc on a fait finalement, on a vraiment travaillé aussi les inspirations, les aspirations aussi avec les projets existants. On a travaillé des cartographies, beaucoup sur SITG, les ArcMap. On a aussi fait du dessin. On a travaillé, on a ouvert très très vite notre projet à des acteurs, actrices qui nous ont permis aussi d'ouvrir, de voir, de faire des liens. Et ça nous a permis vraiment de travailler un peu dans cette ouverture à la fois de différents types de travail. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est s'inscrire dans ces démarches existantes. Pour nous, c'est important de ne pas tout refaire, de toujours respecter nos fondements qu'on a posés au départ. Ça, c'était aussi quelque chose d'important. D'acquérir des données, de dessiner, sous toute forme, et puis d'ouvrir le projet et d'aller vite à la rencontre des acteurs. Ça, c'est ça qui nous a permis finalement d'arriver à nos 4 fondements qui ont été tout au long du projet importants. Quand on a ensuite travaillé ces fondements, on a fait toute cette recherche cartographique, on a dans la deuxième partie, on a voulu tester en fait nos fondements en disant maintenant, est-ce qu'on peut l'appliquer, comment on l'applique à des situations concrètes. Et on a choisi trois laboratoires, qu'on a appelés 3 laboratoires, un en milieu urbain, un en milieu périurbain et un autre en milieu du grand paysage. Donc, c'était les voisinages, les communaux et les alpages, qui correspondaient finalement aussi qui étaient des territoires d'expérimentation. Et pour cela, en fait, on a mis en place un processus de projet pilote. On a procédé comme ça. On s'est dit, mais comment on va faire? Parce que nous, on n'a pas les réponses. Enfin, je veux dire, on est même une équipe, on est pluridisciplinaire, on est tout ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, c'était pas possible. On ne pouvait pas, nous, décider de ce qu'on pouvait proposer. Donc, on a déjà sorti, on a à chaque fois fonctionné en disant, on sort les problématiques. On travaille des ateliers dans lesquels, à chaque fois, donc les problématiques, c'était toute cette recherche cartographique, on va voir par la suite. Les ateliers qu'on a finement aussi choisis, des personnes qu'on a invitées autour de la table et qui nous ont permis aussi, qui étaient des personnes ressources, capables de nous dire oui, non, là c'est possible, pas possible, ou quels sont vraiment les besoins et qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et puis après, on a fait la restitution de ces ateliers. Et c'est vraiment par ces éléments-là, par ce processus, que l'on a pu arriver finalement à travailler nos laboratoires. Les situations, on les a choisies. Donc là, je vais faire un petit focus sur notre laboratoire voisinage et aussi pour vous montrer un petit peu comment on a abordé les choses. Donc, on a pris un voisinage. Alors, celui-là, on l'a pris au quartier de la Jonction à Genève, mais on l'a vraiment choisi comme un îlot assez banal, qui n'avait aucun intérêt particulier, qu'on peut trouver à Thonon, qu'on peut trouver à Douvaine, qu'on peut trouver à Saint-Julien, qu'on peut trouver partout à Saint-Genis, dans tous les tissus urbains. Et on s'est dit, mais on veut aussi, et c'est par là que tous nos laboratoires finalement ont été une épreuve de notre banalité urbaine, on va dire. Donc là, on voit aussi des entrées peu valorisées, des questionnements qui se posent, une réalité. C'est-à-dire que voilà, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'il est. On s'est dit, mais à l'intérieur aussi, c'est plusieurs propriétaires. Et puis, ils ont chacun leur parcelle. Et puis, finalement, c'est bourré on voit les espaces libres autour, cloisonnés. À chaque fois, il peut y avoir des arbres, ça peut être intéressant, mais vite, il y a tout de suite des stationnements aussi au cœur de l'îlot. Il y avait des problèmes typiques, de chacun chez soi, on va dire.
Et puis, on a travaillé toute une sorte de cartographique. Hein. Là, voilà, on a travaillé l'imperméabilisation des sols, on a regardé les îlots de chaleur, on a regardé les surfaces de canopées d'arbres, on a regardé, alors là, c'est la question plutôt là, mais on a aussi regardé les dessertes. Enfin bref, toute une sorte le nombre d'habitants. On a fait toute une recherche finalement de données typiques cartographiques de tous ces éléments qu'on a à chaque fois couplé à des questionnements. Donc, on avait à chaque fois du chiffré et des questionnements. Ça, c'était vraiment important de connaître et puis de pouvoir présenter aussi ça à nos ateliers. Et puis, dans nos ateliers, on a travaillé un processus aussi, parce que ce qui était important, c'est qu'on avait à disposition nos experts, on va dire, enfin, c'était même pas des experts, nos acteurs avec nous pendant 4 heures. Donc, on leur a d'abord présenté notre diagnostic, enfin, voilà, toutes les informations importantes. Je précise aussi que ce processus, il a été fait avec la Team Academy qui nous ont accompagnés dans la formation de ce processus et dans le suivi de l'atelier, qui ont animé ces ateliers et avec qui on a pu vraiment faire ce processus en fonction de nos besoins. On a proposé un brainwriting, c'est-à-dire voilà, par axe. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a pu retravailler avec nos axes. Donc ça, c'est de nouveau, hein, nos axes, on ne les quitte pas, on les a, ils nous suivent, c'est notre nord. Donc, on a travaillé à travers ces axes. Donc, quels sont les besoins pour cet îlot en termes de ressources? Quels sont les besoins pour notre îlot en termes d'échanges? Et puis après, on a mis toutes les idées. On a sélectionné une idée par axe. Et puis, on a travaillé des plans d'action, directement plans d'action. Aussi, ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on n'a pas discuté. C'était vraiment, on était en train de réaliser demain, quoi. Et on a fait une concrétisation dessin, c'est ce que j'appelle un bricolage, ce qui est intéressant parce que de temps en temps, voilà, les mains vont plus vite que la tête. Et puis donc, entre voilà, les post-it, les plans d'action, les discussions et la main, on avait à la fin des présentations. Ce qui fait qu'on a fait 3 groupes qui ont travaillé sur ce processus de collaboration. Voilà, ça correspondait un petit peu à ce genre d'ambiance, très, très productif, intense. Et c'était pour vous dire que, en fait, en 4 heures de temps, on a réussi à produire énormément de choses et on arrivait avec des résultats. Alors là, je vous fais un exemple. Par exemple, il y avait 3 groupes qui ont travaillé à chaque fois. Donc, par exemple, ce groupe 1, il avait, voilà, les idées retenues par axe, c'était il fallait pour l'environnement et les ressources, c'était un service de valorisation de déchets, c'était le plus important pour eux. Ils voulaient aussi favoriser les mobilités douces et les échanges communs, instaurer une gouvernance d'îlots, ça c'était leur choix. Et puis, ça c'est un dessin qui a été aussi fait aussi en direct. Et finalement, ce groupe-là, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a fait justement un atelier de déchets, d'échange et de recyclage des déchets, enfin, comme une ressourcerie pratiquement interne, de savoir comment on réutilise. Il a proposé aussi une forme d'autoconstruction de l'îlot. Il a proposé un îlot qui était en constante transformation, avec des espaces créatifs et d'architecture éphémère. Donc, on est arrivé dans un détail finalement de propositions aussi et puis de possibilités de mise en œuvre qui est intéressante. Le deuxième groupe, par exemple, il a proposé, voilà, il fallait vraiment qu'il y ait un sentiment d'identité et d'appartenance dans cet îlot. Donc, comment on pouvait voilà, donner l'empreinte. Il y en a ils ont proposé aussi une bourse au mètre carré, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait partie du constat aussi qu'il y avait des appartements vides, il y avait des appartements, il y avait des 5 pièces avec une personne qui vivait dedans, d'autres où il y avait 5 personnes dans un 3 pièces. Comment on pouvait mettre une bourse au mètre carré en place pour pouvoir finalement occuper les lieux qui ne le sont pas, maximiser, mettre en commun. Comment on pouvait aussi mettre des synergies, parce que dans cet îlot, il y a un EMS, il y a une école, il y a des logements. Comment on peut utiliser le week-end l'espace de l'école, comment on peut valoriser la cuisine de l'EMS, et toute cette synergie dans l'îlot. Donc ça, c'était hyper intéressant de voir.
Et puis, dans le groupe 3, par exemple, on a pu, là, il y avait cette idée de la maison de l'îlot et cette idée du super concierge, médiateur qui s'assure de la bonne organisation. Et puis, cette idée aussi de dire, ben voilà, on veut une déficience technique, en fait, dans notre îlot, pour que, enfin, il n'y a peut-être pas de Wi-Fi, ou peut-être enfin, voilà, il y a un choix technologique, ou pas de voiture, ou pas de, voilà, quelque chose qui fait qu'on peut vivre autrement. Donc, et on a finalement on a procédé, on a gardé ces récits. Ce qui était important pour nous, c'est de restituer très plus proche les éléments qui ont été discutés. Et puis, finalement, faire des enseignements, on a repris des enseignements finalement issus de ces ateliers. Donc, comment on peut instaurer une gouvernance de l'îlot? On a repris des idées, comment on peut finalement densifier qualitativement aussi, ou réorganiser le foncier, c'est-à-dire comment on réorganise le foncier pour que ça reste des propriétés, mais qui est peut-être une cession d'usage public au sein de l'îlot, comment on arrive à travailler la polyvalence et la flexibilité des espaces, l'accessibilité à l'échelle humaine. Enfin, voilà, il y a promouvoir le végétal et la fraîcheur. On a ressorti finalement les grands thèmes et puis et ces éléments qui nous paraissent être importants. Et puis, on a fait une image guide qui reprenait finalement la plupart de ces éléments qui nous paraissaient être le plus cohérents. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que souvent, nous, on présente cette image qui est la finale, mais c'est pour vous dire à quel point finalement c'est peut-être pas la meilleure et puis que c'est pas ça qui est la plus importante. Donc c'est toujours une question de comment on présente les choses et puis présenter une finalité. C'est là où ça pose question quand on voit le processus qu'il y a derrière et les personnes qui auraient pu être relais et porteurs de projets qui ont participé à ça. Donc voilà, c'était aussi pour mettre un peu en question en fait cette question d'un livrable dans cette condition. Donc, finalement, dans notre étude de cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un long travail de préparation. Faire un atelier, c'est un énorme travail qui est en général pas imaginé. Que tout ce qui prend du temps aussi, c'est de définir le problème. Le résoudre, on sait très bien résoudre un problème dans notre société. Par contre, le définir, on a plutôt du mal à le faire. Pendant l'atelier, alors ça, on a mis en place un processus, un timing, et puis là, il fallait s'y fier, c'était important. Instaurer ce climat de confiance, et puis aussi, ce qui est important, c'est ces outils créatifs qui sont si importants parce que bricoler ensemble, couper un papier, le coller, ah non, je ne suis pas d'accord, bah voilà, ça se fait aussi, le travail collaboratif entre les post-it, mais il y a aussi ce faire qui est important. Et puis, la synthèse, elle est foncièrement importante aussi. Nous, notre politique, c'est toujours de dire tout restituer. On a tout restitué, on a tout noté, on a tout mis, et le bon et le mauvais, parce que de temps en temps, la mauvaise idée, elle est encore plus intéressante que la bonne. Souvent, à la fin de ces ateliers, on nous disait, mais comment vous allez faire pour vous en sortir avec tout ce que vous avez comme info ? Mais il faut accueillir la complexité. Et puis, en fait, on se rend compte que le résultat, il émerge. C'est ça qui est intéressant. C'est que quand on a fait ce processus avec suffisamment de règles, enfin, je ne sais pas comment me dire, on a finalement un résultat qui émerge de soi-même, un bon sens en fait. Et c'est ça qu'on cherche, plus qu'un résultat physique, c'est trouver le bon sens. Et ça, c'était vraiment important donc, pour ces laboratoires. Donc, vous verrez, hein, vous pouvez regarder plus particulièrement, on a 3 laboratoires, on a trois dossiers séparés qui expliquent justement dans nos livrables ces 3 expériences de laboratoire avec des résultats donc, tout différents, puisque ce sont des secteurs aussi de l'agglomération qui sont très différents. Après, c'est ça aussi qui était intéressant, c'est que après tout ça,
finalement, on s'est dit, on veut ces 4 axes. Et puis, on a fait toutes les cartographies. Après, ces laboratoires, on est rentré vraiment dans ces exemples. Et puis, c'est vraiment dans la dernière partie, on va dire dans la partie post-Covid, où finalement, ben voilà, c'était un peu comme tout le monde, je pense, cette question du Covid qui nous a tous fait penser, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on va? Où on va? Et qu'est-ce qu'on veut finalement? Et même avec notre projet, qu'est-ce qu'on veut? Et ça a été en fait une partie qui a été très, très intéressante parce qu'on avait fini, enfin, une bonne partie de notre travail, et puis on a pu finalement le partager. Alors, on l'a partagé avec des médecins, on l'a partagé avec Sébastien Marot, philosophe, urbaniste, on l'a partagé avec un biologiste de l'Université de Genève, et on a pu finalement comprendre, voir un petit peu, on a pu voir, tester en fait un peu notre démarche et puis se rendre compte qu'on était vraiment dans le faire. De nouveau, même si on se pose toujours la question pourquoi on fait les choses, ben, on se rendait compte qu'il nous manquait encore de savoir, mais finalement, quoi, qu'est-ce qu'on veut en fait. Et puis, on a pu formuler tout ça. C'est compliqué, hein, mais ça a l'air tout bête, mais c'est compliqué. On a pu formuler, ben, voilà, on veut aller vers plus de commun. Alors, c'était des choses qu'on avait déjà un peu évidemment, dans nos axes, mais vous allez voir, ça se reporte, mais on a pu quand même mieux expliquer les choses. On a parlé vers un archipel de territoires locaux, comment on arrive finalement à... Donc, vers plus de commun, ça c'était vraiment cette question du quartier, d'échange, comment on maximise, ça j'en ai déjà parlé beaucoup, mais ça restait pour nous une ADN de notre projet, vers un archipel de territoires locaux, c'est-à-dire que c'était cette question de trouver des nouveaux niveaux de gouvernance, c'était de trouver des nouvelles échelles de vie et d'organisation, retrouver finalement sur une grande agglomération, comment on fait finalement pour en tant qu'habitant, pouvoir s'investir, pouvoir retrouver aussi cette implication. Et on s'est dit, mais peut-être qu'il faut diviser sur des campagnes, on a parlé de nouveaux villages, peut-être qu'on a posé aussi la question de la ville métropole, elle est déjà bien dense, et puis comment on peut finalement valoriser ces fragments urbains et puis trouver aussi des vraies échelles de vie aussi dans l'agglomération à travers ces lieux, ces campagnes, à travers ces alpages, et puis comment on arrive à retrouver cette échelle de proximité, comment on trouve la bonne dimension en fait pour agir. Donc ça, c'était vraiment une piste qui s'est avérée être, qu'on a renforcée beaucoup. Cette question de la biorégion, c'était vraiment, voilà, c'est ce thème qui nous tenait tellement à cœur de cette forme d'inversion du regard, de passer d'un paysage qui était plutôt aujourd'hui un peu, voilà, inactif, un peu un reste, même si on en est fier parce que c'est notre cadre de vie, mais comment il peut devenir une vraie ressource en fait, comment il peut produire des services, comment il peut être d'une ressource pour se ressourcer, pour qu'il y ait aussi des connexions écologiques qui rentrent même jusqu'en ville, comment il peut finalement être en réseau, produire des services écosystémiques, se densifier, produire de la nourriture, comment on peut arriver finalement comment il peut devenir fondamental en fait pour le développement de l'agglomération. Et puis, cet alterfonctionnalisme, ça, c'est vraiment aussi un élément aussi qui est venu d'une recherche qu'on avait et puis qui est apparue aussi avec les discussions de Sébastien Marot, de savoir comment on peut fonctionner autrement que pour faire fonctionner la machine. Comment, justement, on peut fonctionner
autrement que justement enfin, de faire fonctionner les voitures ou les machines. Comment on peut justement faire fonctionner les ressources ensemble et le vivre ensemble, et comment chaque élément peut remplir plusieurs fonctions et comment chaque fonction est remplie par plusieurs éléments. Comment on arrive finalement à arrêter de penser tout le temps en silo, séparément, mais comment on arrive à faire que tout s'articule avec aisance et naturalité pour que chaque chose serve les unes aux autres. Donc là, c'est voilà, l'eau de pluie qui arrive, qui peut arriver dans la fosse de l'arbre, l'arbre apporte de l'ombre, et puis qui permet d'accueillir aussi ce milieu de mobilité douce. Comment on est aussi, voilà, on peut utiliser un lieu pour voilà, de respiration, mais qui peut aussi servir le week-end ou les loisirs, et puis qui peut aussi servir de production. Comment on arrive à faire ce multiplicité, comment la multifonctionnalité. Ça, c'est vraiment important. Donc, voilà un peu cette image guide qui apparaît, qui apparaît finalement avec, vous voyez, cette importance donnée au territoire, une aire urbaine aussi qui est infiltrée d'un maillage arboré. La question de ces nouvelles émergences de ces petites villes qui deviennent des petites villes agréables à vivre, dans lesquelles on trouve aussi toute une proximité, qui sont certainement densifiées, qui peuvent... voilà, comment on peut lire aussi des campagnes, comment on peut lire aussi cette qualité de frange, comment on lit cette inversion finalement et cette valorisation de l'espace des campagnes et puis aussi des alpages aussi qui sont sur les reliefs de notre agglomération. Voilà, tout plein de thèmes. Et puis, je voulais juste aussi dire qu'on a fait une petite vidéo. Là, on a pas mal parlé du processus. Je vais pas prendre beaucoup de temps, mais si vous voulez, vous pouvez taper Contrées Ressources sur YouTube. Je vais aussi passer le lien dans le chat, si vous voulez voir un peu plus aussi sur le projet. Par rapport à là où on va, en fait, le fait de pouvoir avoir ce moment de retour en fait sur notre propre expérience, c'est de nouveau se mettre finalement en question et tout simplement se dire mais est-ce que ce qu'on a fait c'est bien. Par exemple, on allait voir les médecins et on se disait mais en fait c'est dingue, on a passé notre temps à dire qu'il fallait des communs, des espaces communs, des lieux de partage, et puis on s'est dit avec le Covid mais qu'est-ce qu'ils vont nous dire les médecins? Et ils vont nous dire mais vous oubliez, non, ça ne va pas être possible. Et bien, en fait, dans la discussion, ils nous ont clairement dit, mais c'est absolu, il faut ça, il faut absolument. Par contre, il faut que vos espaces de commun ils soient grands pour que l'on puisse se trouver. Voilà, les espaces extérieurs, c'est génial, il faut absolument qu'il y en ait, il y en a qu'il y en ait plus. Enfin, ils nous ont donné aussi des pistes. Donc, c'était super intéressant de voir que quand on pouvait... et puis aussi, voilà, les réactions qu'on a demandées à ces personnes sur notre projet nous ont permis finalement d'avoir des vraies réactions sur lesquelles on peut pas se faire des idées, mais juste avoir ces réactions et pouvoir apprendre de cela. Et puis, c'est ce qui nous montrait aussi, c'est comment on se fait comprendre. C'est-à-dire que pour nous, c'est toujours très clair dans notre tête. Et on se rend compte aussi que, voilà, expliquer le projet, c'est compliqué. Et puis, c'est pas facile, et ça nous a aussi montré ça. Donc, les réflexions, ça nous a montré aussi une ouverture au monde. Ils nous ont dit, allez lire ça, il y a telle référence, moi je connais ci et ça, va voir telle personne. Tout d'un coup, voilà, ça nous a ouvert de nouveau un lien très important, une ouverture au monde. Et puis, il a fallu faire une synthèse et puis arriver justement à nos à nos directions, à nos caps. Et puis, comment on arrive à être court, concis, imagé, comment aussi on peut se dire, mais finalement, on peut asseoir notre projet dans un mouvement ou quel mouvement
de quoi on est proche, en fait. Donc ça, c'était très intéressant. Donc, je finis. Comment un changement significatif s'enclenche? Donc, on parle d'un processus apprenant, en fait. C'est ça qui nous intéresse, finalement. C'est que, finalement, j'ai repris ici les fondements solides, le processus expérimental des laboratoires et le retour sur expérience. C'est-à-dire que, ici, si je développe un tout petit peu les besoins pour des fondements solides, qu'est-ce qu'on a? Moi, je me dis toujours, mais on ne peut pas aller vers des gens ou ailleurs sans qu'on soit au clair sur qu'est-ce qu'on a à proposer, qu'est-ce qu'on veut. Donc, comment être solide dans les fondements qu'on doit donner? Il y a des changements des conditions structurelles. On doit, finalement, les fondements, si on veut les appliquer, on va dire, il faut changer les conditions structurelles. C'est-à-dire qu'il y a des choses à changer. Il y a certaines compétences à renforcer. Et il y a des financements et des incitations à mettre en place. Aujourd'hui, on ne peut plus penser un projet avec, je ne sais pas, même les modes de contrat architectes qui sont en vigueur aujourd'hui, quoi. Non, la participation, elle n'est pas prévue là-dedans. Donc, comment on fait pour qu'on arrive à être, que des fondements puissent être solides et que finalement, on donne des bonnes conditions de fondements solides pour que finalement, tout ce qu'on propose puisse quelque part être mis en place. Le processus expérimental, finalement, nous, ce qu'on dit, mais on a besoin, c'est d'un réseau d'entraide des points relais. C'est très important. On n'est pas seul dans un projet, en fait. C'est toute la chaîne de personnes est autant importante. C'est vraiment ça qu'il faut mettre en place. Comment on peut se mettre en chaîne pour pouvoir créer ces processus et comment finalement on peut être agile, rapide, participatif. Et puis, le retour sur expérience, cette question de l'évolution, du regard sur ce qu'on a fait, et puis du suivi, des satisfactions, des indicateurs, comment finalement on arrive à apprendre on peut apprendre de ce processus expérimental, comment on peut apprendre que nos fondements soient aussi peut-être adaptés si besoin, si on doit. Bref, ce projet, vous avez vu, c'est tout plein de va-et-vient, de mobilité entre plein de choses. Et en fait, c'est ce qu'on appelle ce projet apprenant, qui nous paraît être important. Et puis voilà, pour finir, les pistes et questions que nous on se pose pour la suite, c'est comment on fait perdurer un projet participatif dans le temps. Nous, on a vu souvent, on fait venir des mondes et puis on leur donne la restitution. Enfin voilà, c'est super, mais et après quoi? Il y a quoi? Comment on arrête? On ne peut pas épuiser tout le monde à venir discuter sans leur donner quelque chose à la fin, de concret, quoi. Et puis ça c'est un problème que je trouve aujourd'hui qui est difficile. Diversifier les approches, c'est vrai qu'il y a des projets contextuels. Quel type de projet pilote? Il peut y avoir des projets pilotes contextuels, puis des programmes systémiques, c'est-à-dire, OK, on travaille toutes les cours d'école, on travaille des quartiers, on travaille je sais pas, on travaille tous les parkings, on les arborise, comment on peut, on travaille aussi par système. Voilà, la question du modèle, je l'ai déjà dit. Quel modèle économique pour ces projets apprenants? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on offre pour apprendre en fait, et apprendre aux autres et apprendre soi-même? Comment on finance ça? Ça, c'est des choses qu'on se pose comme question. Et puis, comment ces outils d'urbanisme nouvelle génération dont on a besoin. C'est difficile de faire ça aujourd'hui, faire un projet multifonctionnel avec un plan de zone d'affectation qui ne permet que de mettre du logement ou que de mettre de l'industrie. Ça, on bute aussi sur ces choses-là. Et puis, une politique urbaine offrant des possibles. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une politique urbaine qui veut tout résoudre, qui veut peut-être aller jusqu'au bout et qui scelle tout. Et puis, en fait, à la fin, voilà, il n'y a plus 1 mètre carré de liberté. Et ça, il n'y a plus, ou les squats, ou des friches, ou des éléments où on peut finalement rêver, quoi. Comment nos villes pourraient nous faire rêver?
Voilà un petit peu ces questions. Donc, voilà un peu quoi ressemble notre rapport. Il est disponible sur notre site internet dans la fiche contrées-ressources. Et donc, n'hésitez pas. Et puis, voilà. Je vous remercie de votre attention. Et je passe la parole à Franck si vous n'avez pas d'objection. Merci, merci Nathalie, merci pour ce partage d'expérience, ces retours d'expérience relatifs à votre projet. On aura certainement beaucoup de questions. Il y a déjà des questions qui sont arrivées sur le chat et puis, et puis directement à nous. Et je passe directement la parole à Franck, qui a une autre manière de considérer le public et la participation du public. Franck, la parole est à toi. Merci. Bien. Oui. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, merci Panos, merci à la Fondation là, pour l'organisation de ce temps d'échange qui pour nous effectivement très important. Et je commencerai en fait cet exposé par expliquer, préciser comment cette carte blanche qui nous a été donnée dans le cadre de cette consultation a interpellé notre équipe au tout début de cette démarche. Équipe, donc, dont vous voyez ici les principaux protagonistes hein, qui sont partis, je pense, présents ce soir. Donc, Interlotte que je représente avec là aussi une équipe autour de cette agence, Coloco, donc, qui était intervenu également, Pascal Enfou de Contrepoint, Bazar Urbain avec Nicolas Tixier et Charles Ambrosino, la coopérative Équilibre avec Ouli et Benoît, et l'école urbaine de Lyon qui était également associée avec Adriane, Michel Lussot, Valérie Didier à cette grande réflexion. Alors, quand je dis que cette consultation nous a beaucoup interpellés, c'est qu'elle nous a clairement rappelé qu'habiter le 21e siècle à l'ère de l'Anthropocène, ça témoigne de plusieurs espérances, on va dire. Celle de penser que la prospective pourrait encore avoir un horizon. Et l'on voit aujourd'hui à quel point des nouveaux repères comme 2050, 2100 apparaissent très régulièrement dans les discours, dans les propos. Et autre espérance, celle de voir notre modèle de développement profondément changer. C'était ce que nous attendions dans le cadre de cette réflexion. Et depuis ce lancement du 12 décembre 2018, nous avons de nouveau pu constater que si Anthropos nous désigne, c'est parce que nous sommes à la fois le danger et le remède, et donc nous sommes bien le pharmacon en quelque sorte, et nous représentons une espèce qui tend encore et toujours à mythologiser, on pourrait dire, le pouvoir de l'homme. Et on s'aperçoit évidemment que tôt ou tard, il va falloir sortir de ce grand récit qui justifierait le reformatage de la Terre. Donc on le sait aujourd'hui très clairement que rien n'est assuré, si ce n'est une évolution dont on ne saurait prévoir la trajectoire, mais pour laquelle nous sommes tous devant le choix de la responsabilité et nous pouvons parier sur ce que nous allons éventuellement perdre ou gagner. Donc, comment osons-nous encore regarder ailleurs, comme ce touriste qui contemple le glacier du Rhône qui, depuis le temps, a largement fondu. Alors, on voit bien dans le cadre de cette réflexion que le défi ne relève pas que d'une simple forme d'adaptation, mais il nous est demandé de réinventer un véritable modèle d'habiter des écosystèmes qui désormais sont reconnus complexes et qui sont eux-mêmes en évolution permanente. Alors, comment fait-on pour passer d'un état que l'on jugerait destructeur, dépassé, obsolète, le fameux l'ancien monde, vers, soi-disant, le monde de demain qui serait plus raisonné, vertueux, frugal. Et donc, nous sommes face à une situation où la transition telle que nous la vivons consiste à enrayer le réchauffement climatique, la dégradation écologique. Et pour y répondre, l'objectif de la neutralité carbone pose un concept de rupture, pas simplement de transition. Et donc, les efforts sont absolument considérables.
Et dans le cadre de cette consultation, pour accompagner le territoire du Grand Genève vers la neutralité carbone, vers la réduction de sa vulnérabilité, nous avons considéré qu'il n'était plus question de planification verticale, de peut-être trop plein de savoir, de connaissances, de mise en cohérence absolue des projets, mais beaucoup plus d'engager des processus systémiques constitutifs à la fois d'interaction, de rétroaction, de dialogue entre les territoires, avec les habitants et à toutes les échelles. Et donc, pour relever ces nombreux défis et mobiliser des communautés d'acteurs, notre équipe a proposé un dispositif d'analyse et de mise en projet séquencé en problématiques, en extrapolation, avec l'objectif de conjuguer à la fois une stratégie de transition et un passage à l'action. C'est ce qui s'illustre par ce que nous avons nommé la grande traversée, qui est à la fois une traversée physique et métaphorique des thèmes de la transition. Alors cette grande traversée, elle reposait sur deux activités récursives et parallèles qui ont été menées pendant 18 mois. Des marches où l'on part à la recherche de situations, de rencontres d'habitants impliqués, d'objets, de sujets, de projets transitionnels, des tables et des enjeux, où l'on débat des enjeux et où l'on convie des acteurs à énoncer des arguments et à énoncer des propositions. Alors, dès la première table que nous avons initiée, de nouvelles figures emblématiques ont émergé, caractérisant l'urbanité du temps présent. Après la figure du flâneur, de Baudelaire ou de Benjamin, c'est la révision de la figure du contrebandier qui nous a tout de suite animés et que l'on a mis sur la table, celle du passeur, du traverseur, du bricoleur, du vrai monnayeur. Mais c'est aussi au cours de ces différentes marches et de ces différentes tables que chaque traversée s'est ressaisie de l'énoncé précédent. Et c'est de cette manière que nous avons décliné à la fois des champs d'exploration, à la fois des écologies singulières, des chaînes de valeurs résilientes que je vais développer un peu plus dans cet exposé. Et donc, l'idée même de la traversée, c'est un entrelacement réflexif et permanent, à la fois de postures théoriques qui vont se confronter avec le réel. Et il était pour nous très important de mesurer la résistance de ce réel et donc d'opérer des allers-retours en permanence tout au long de la grande traversée entre une mise en pratique, entre pensée et action, entre conviction et responsabilité. Et donc ce dispositif de la grande traversée nous a évidemment permis de rechercher les écologies singulières du Grand Genève. Alors ces écologies, c'est le croisement de logiques géographiques, environnementales, de logiques sociétales, voire esthétiques, de logiques de mode de vie et d'usage. Et c'était pour nous un outil projectuel de singularisation des propositions que nous allions pouvoir formuler. Et donc nous avons, au cours des différentes traversées, retenu 3 conditions de singularité qui qualifient une écologie singulière du Grand Genève. La première concerne les îlots d'expérimentation, historiquement constitutifs du territoire genevois, à différentes échelles, et ces îlots réinventent souvent des règles locales de fonctionnement. La deuxième est plus politique, on pourrait dire, c'est le lieu de passage pour réfléchir à l'évolution du territoire du Grand Genève, le passage transfrontalier. La troisième condition, c'est la géographie des bassins versants, liée évidemment à la fois à la pente, à l'eau, et qui porte des enjeux majeurs pour comprendre non seulement des identités existantes, mais aussi des manières de fabriquer le territoire demain. À partir de ces réflexions sur les écologies singulières,
nous nous sommes dotés d'un autre outil, nous avons nommé la matrice transitionnelle, qui s'est élaborée tout au long des échanges, des tables, des marches de la Grande Traversée, et qui témoigne dans son inventaire, qui n'est pas exhaustif, mais qui est évolutif, inventaire de tout le potentiel absolument considérable des initiatives habitantes, associatives, professionnelles, qui relèvent de formes de transition effectives, efficientes, et qui, de notre point de vue, méritent une plus grande visibilité et sans doute un accompagnement par des politiques publiques. Alors, chacune de ces marches a également donné lieu à des propositions d'actions transitionnelles qui étaient imaginées in situ avec les marcheurs, comme autant d'activations potentielles de lieux, de réseaux d'acteurs, d'habitants. Et donc, c'est près de 200 actions que nous avons aussi proposées, liées aux différentes marches qui ont été réalisées au cours de la Grande Traversée. Des actions qui, pour certaines d'entre elles, pourraient être initiées, activées immédiatement. Cette Grande Traversée nous a permis également d'identifier 4 champs d'exploration qui ont guidé, là aussi, l'ensemble de nos réflexions. Le premier champ concerne le nécessaire réensauvagement des processus naturels anthropiques en prenant la mesure de la part sauvage du territoire, entre le naturel et l'artificiel, entre le domestique et le sauvage. La deuxième action concerne le territoire de l'habité. Je vais y revenir plus en détail, qui porte de notre point de vue toutes les valeurs du partage et de la circularité dans cette perspective transitionnelle. Le quatrième champ concerne la contractualisation des échanges, parce qu'on ne fera pas la transition sans opérer des changements fondamentaux sur le cadre réglementaire et normatif, et sur tout ce qui relève des transactions. Enfin, le quatrième champ d'exploration concerne l'invention d'une échelle tierce, parce que là aussi, il s'agit sans doute de reconstruire dans chacune des situations une nouvelle échelle de projet, mais je vais y revenir. À partir de ces 4 champs d'exploration, nous avons décliné, et je ne vais pas les décrire tous, des thèmes d'action qui porteraient pour nous ce que le Grand Genève du XXIe siècle pourrait être. Alors, je reviens sur le premier champ qui concerne cette dimension de la part sauvage du Grand Genève. Et nous avions proposé que des actions systémiques d'ensauvagement, au double sens du terme, pouvaient être engagées, à la fois concernant la nature, mais aussi le pouvoir. Il était pour nous essentiel que l'on puisse reconnaître cette part sauvage du Grand Genève comme une autre face du territoire que l'on respecte en acceptant qu'elle nous échappe. Il existe par exemple le bois de chêne qui est une réserve intégrale, mais est-ce la solution? Est-ce la bonne réponse? Sans doute pas. Et c'est aussi à partir de cet inventaire que nous avons considéré qu'il était important d'explorer cette dimension du sauvage dans le cadre de cette réflexion. Mais la part sauvage, c'est aussi tous les artifices que l'on peut mettre en œuvre pour redonner au territoire un potentiel de régénération, de reconversion, d'affectation non déterminée, de symbolisation nouvelle. Ce sont toutes les capacités de recyclage de l'espace urbain à la grande échelle. Et là, clairement, il y a aussi sur le territoire du Grand Genève un potentiel considérable, pas simplement d'espaces vacants, d'espaces construits, mais aussi d'espaces ouverts qu'il s'agit de repenser, de reconquérir. Lorsque nous remettons en avant cette dimension du sauvage, c'est aussi pour rappeler que la crise écologique à laquelle nous devons faire face ne doit sans doute pas exclusivement passer par des notions ou des actions compensatoires,
telles que celles que nous formulons encore, de verdissement, de rafraîchissement, de renaturation, mais de passer à des notions refondatrices de métabolisme, de biodiversité, de santé, qui doivent désormais promouvoir un éco-urbanisme et surtout des orientations qui démontrent l'indissociable lien qui unit l'homme au reste du vivant. Et donc, comme action emblématique paysagère, nous avions proposé ce que nous avions appelé la forêt métropolitaine, nourricière et productive. Mais évidemment, ce n'est pas une nouvelle trame verte et bleue qu'il s'agissait de mettre en place, c'était beaucoup plus un processus très large qui pouvait accompagner d'autres changements tels que les pratiques culturelles, telles que l'énergie, la mobilité, les loisirs. Et donc, cette infrastructure métabolique constituait le support vivant et l'espace déterminant des transformations du Grand Genève pour le XXIe siècle, et non pas une variable d'ajustement. Et donc, on le voit dans ces quelques petits schémas, il s'agissait de faire muter, de transformer à la fois l'ensemble du réseau des infrastructures, que ce soit sur la mobilité, sur le partage, la coexistence des flux, mais aussi sur cette transformation progressive et surtout cet accompagnement d'une forêt métropolitaine, nourricière et productive. Le deuxième champ, comme je l'évoquais, explorer le territoire de l'habité. Alors, le territoire de l'habité, c'était pour nous une manière de prendre en compte les effets transitionnels que tous les projets que l'on va pouvoir imaginer demain soient en mesure de produire sur le terrain de la neutralité carbone, de la résilience territoriale, de l'amélioration du bien-être des habitants, humains et non humains. Et donc, on voit déjà à quel point l'ensemble des initiatives portées par les habitants, en particulier les coopératives, comme nous avions la coopérative Équilibre dans notre groupement, nous avons évidemment beaucoup appris des valeurs à la fois qu'elles partagent et surtout de leur méthode participative et d'implication. Et l'on voit évidemment à quel point ces coopératives, comme modèle contributif de promotion immobilière et de valorisation des savoir-faire, disposent d'une légitimité écologique et transitionnelle. Et donc, nous imaginions que c'est bien à l'échelle du Grand Genève que les coopératives métropolitaines apporteront des solutions sur les circuits de l'alimentation, de l'agriculture urbaine et paysanne, sur l'habitat biosourcé, sur la mobilité partagée, sur la production d'énergie communautaire, sur l'assainissement collectif autonome, comme c'est le cas, par exemple, dans l'opération de Soubeyran. Et donc, quand on parle de processus de circularité, évidemment, on ne doit pas se limiter à dessiner des cercles vertueux entre des produits, des consommations et des déchets, mais également à établir et surtout à garantir les liens de coproduction entre l'espace public, l'espace commun et l'espace privé. Et donc, quelles que soient les conditions climatiques, dans 5 ans, 20 ans, 50 ans, la fréquentation d'un espace public où l'on puisse, à minima, rencontrer l'altérité, la confrontation, la différence, constitue une brique absolument essentielle, sans laquelle la transition écologique ne pourra générer que des effets de repli à toutes les échelles. On le voit poindre déjà. Et les valeurs du partage, qui là aussi sont portées par les coopératives, ne doivent pas se cantonner à celui de l'entre-soi, évidemment, mais s'ouvrir à une véritable culture de l'accueil. Et là encore, nous voyons bien que le dérèglement climatique nous prédit des migrations massives dans un proche avenir, à l'échelle mondiale. Il y a donc une utopie à construire autour de cet accueil migratoire et qui mérite véritablement d'être exploré comme un sujet de politique locale, nationale et internationale. Le troisième champ traite de la contractualisation des échanges, à la fois en termes de médiation, de transaction et de réglementation. Parce que réinventer des modes d'habiter ne se fera pas sans la nécessaire réinvention de formes inédites de contrats
de réciprocité, d'interdépendance entre finalement les habitants humains et non humains, entre la mobilisation des ressources vers des trajectoires de transformation. Et donc, il est clair qu'il faut promouvoir l'expérimentation sociale, technique, scientifique, juridique, en privilégiant en premier lieu la culture de l'objectif avant la culture de la règle. Nous procédons à l'inverse jusqu'à aujourd'hui encore. Et l'on voit bien, comme la pandémie vient de nous le montrer, que le dérèglement climatique va accentuer les insuffisances des notions de limites et de frontières. Nous avons trop vite fait oublier qu'elles sont des lieux de passage plus que des lignes de séparation. Et donc, sur cette dimension de la transaction, de l'échange, nous avons proposé une action symbolique qui serait en quelque sorte une emblématisation des potentialités de la frontière genevoise à devenir une ligne centrale structurante de la géographie transitionnelle du Grand Genève. Ce que nous avons appelé une frontière active qui verrait des formes de contribution systémique se substituer à la collaboration administrative de l'Ancien Monde. Nous l'avions formulé comme ça. Cette ligne deviendrait une ligne continue de centralité, localement mais internationalement rayonnante, un chapelet de ce que nous avons appelé des écoforums contributifs, transscalaires, qui permettraient non seulement de réhabiliter les postes de douane, majeurs ou mineurs, anciens ou nouveaux, agricoles ou urbains, mais aussi de rappeler que les frontières sont les gardiennes de la multiplicité, comme le rappelle Virginie Maris, une jeune philosophe, dans son essai sur la passe sauvage du monde. Alors, à l'initiative des habitants, et sans attendre, on voit tout à fait ces écoforums qui s'organiseraient sur différentes thématiques, celles de l'alimentation, peut-être de la technologie, du réemploi, du travail. Et l'espace transfrontalier serait alors recyclé avec la vocation de tester de nouveaux cadres réglementaires, de bricoler de nouvelles formes de réciprocité. Et c'est bien ça tout l'enjeu aussi de cette fabrique de la métropole transitionnelle. Ici, sur cette image, par exemple, un écoforum contributif en lieu et place du bâtiment Alliance sur le technopole d'Archamps, bâtiment qui, jusqu'à aujourd'hui encore, je crois, est aux 3/4 inoccupé. Enfin, dernier champ d'exploration qui concerne, qui promeut l'invention d'une échelle tierce, oblique, intermédiaire, autrement dit une échelle qui n'est jamais donnée, mais toujours à construire ou à reconstruire, en fonction de la situation locale, des circonstances d'un projet, et avec la nécessité de sortir des oppositions dans lesquelles nous sommes encore, dualistes, des catégorisations entre, par exemple, nature, culture, esprit, matière, sujet, objet, mais aussi entre agir et laisser faire, entre intact, artificiel, entre domestique et sauvage. Et donc, nous voyons bien qu'il n'y a pas de recette universelle, évidemment, pour mettre en œuvre la transition, mais des projets à mener sur des territoires concrets, incarnés et bien différenciés selon l'écologie singulière et les chaînes de valeur résilientes qui y sont rattachées. Alors, dans le déroulé de la Grande Traversée, à un moment donné, nous avons souhaité clarifier, toujours sur le plan de la méthode, ce que l'ensemble des thèmes pouvait porter en termes de chaîne de valeur. Alors, la chaîne de valeur qu'il s'agit de développer, c'est à la fois la résilience des chaînes entre chacun des champs d'exploration que nous avons identifiés, sachant qu'une action menée dans un champ, évidemment, produit une réaction ou une rétroaction en termes d'externalité positive, comme l'on dit aujourd'hui. Et donc, c'était important pour nous de remettre en perspective
la manière dont on pouvait engager justement ces effets et ces différentes chaînes. Nous en avions développé un certain nombre, même plusieurs, clairement, qui pouvaient évidemment s'appliquer directement aux propositions transitionnelles pour le Grand Genève. Et donc, ces champs d'exploration qui pouvaient s'appliquer au travers de ces chaînes de valeur résilientes, nous avons évidemment tenté d'en démontrer la pertinence sur 3 territoires. Pour nous, étaient 3 territoires emblématiques. Le premier concernait l'agropole d'Archamps-Bardonnay, donc à la fois la transformation du poste de douane et de la technopole. Le deuxième territoire démonstrateur concernait l'aéroport de Genève. Et le troisième territoire, la zone franche, enfin nous l'avions qualifié ainsi, la zone franche de Tonnex-Valar. Évidemment, l'ensemble des champs d'exploration vient trouver une application en cohérence avec les écologies singulières sur ces 3 territoires démonstrateurs. Alors, très clairement, sur l'agropole d'Archamps-Bardonnay, l'idée, c'est la reterritorialisation des circuits de production, de transformation, de distribution alimentaire au service d'un tiers territoire et qui, par exemple, accueille un grand marché métropolitain sur le site du poste frontière. Mais c'est aussi un territoire démonstrateur qui accueille un centre de recherche et de développement sur l'agriculture et l'alimentation au sein du Technopole. Sur la gare de Genève, évidemment, il s'agissait d'interroger la valeur fonctionnelle de l'aéroport pour la Genève internationale, réinterroger sa pertinence à moyen et long terme. Et donc, comment finalement cette infrastructure participe, contribue à la transition aujourd'hui et demain. Nous avons proposé que l'aéroport se transforme progressivement, nous avons décliné différentes étapes, vers une transformation en gare ferrée interconnectée avec le maillage grande vitesse européen et avec surtout le réseau des mobilités douces et des transports collectifs à l'échelle locale. Nous imaginons que l'on puisse sortir d'un train avec son vélo et parcourir le territoire du Grand Genève. Il y a différentes propositions qui sont évidemment associées à cette transformation progressive de l'aéroport en espace, en hub ferré interconnecté. Nous imaginons aussi que l'on puisse peut-être y réinscrire un certain nombre d'instances internationales, peut-être libérer certains sites qui existent aujourd'hui et qui ne sont pas forcément optimisés. Bref, là encore, un processus de transformation qui, évidemment, en amène d'autres. Et enfin, sur la zone franche de Tonnex-Valar, nous avions exploré l'hypothèse d'un écoforum contributif sur le réemploi et de faire de cet espace transfrontalier le démonstrateur d'une expérimentation de la circularité et du partage dans les quartiers existants, avec un certain nombre d'actions qui pourraient être conduites, pas simplement sur du développement, mais vraiment sur du réinvestissement, une forme de reconquête transitionnelle d'un tissu existant. Alors, comment effectivement atterrir à partir de ce raisonnement méthodologique, philosophique? Eh bien, nous avions proposé 4 actions possibles que l'on pouvait envisager dès demain, qui évidemment étaient rattachées aux 4 champs d'exploration. Le premier champ concernait la fameuse forêt métropolitaine, et nous imaginions tout à fait possible de mobiliser dans ce mouvement de création ou de nouvelles matrices, de mobiliser les acteurs, évidemment, de la forêt, ceux de l'agriculture, de la mobilité, des services, de l'énergie, de la biodiversité, et d'expliquer la pertinence ou tout l'intérêt d'engager ce processus de matrice forestière nourricière
à 2050 et à 2100. Le deuxième action concernait une action de terrain que nous avons en partie déjà engagée dans le cadre de la grande traversée, puisque nous avions réalisé une marche avec les conseils citoyens qui, évidemment, étaient extrêmement intéressés pour aller plus loin, clairement. Et l'accompagnement d'un quartier existant transfrontalier sur la mutation transitionnelle, Nathalie l'a évoqué en fait dans les propositions qu'elle a formulées. Il faut là, pour le coup, aller se confronter aussi à cette réalité de l'existant. L'enjeu, il est essentiellement d'ailleurs sur ce tissu, sur ce déjà-là. Il est déjà largement porté sur le développement, les nouveaux programmes, les nouveaux quartiers, mais il y a un vrai sujet sur la manière dont les habitants perçoivent l'intérêt d'opérer des transitions. Il va bien falloir aussi définir ce qui est désirable, comme on dit, dans ce paysage post-transition. Et là, il est important d'aller directement au contact des habitants, d'aller se confronter à cette réalité pour en comprendre le champ des possibles. Troisième action sur la frontière active, assez simple. Nous avions d'ailleurs été accueillis lors d'une marche et d'une table dans un poste frontière suisse, pas français, qui nous avait ouvert ses portes, son espace, ses salles de réunion pour organiser une table de travail. Donc, pourquoi pas enclencher ce que nous avions appelé la zone franche transitionnelle, une occupation temporaire d'un poste frontière autour de la dimension de l'échange de biens, de services, de ressourceries. C'est tout à fait possible. Enfin, je ne sais pas. Et enfin, dernière action qui était rattachée aux coopératives métropolitaines et aux espaces publics, mais surtout sur, là encore, de pouvoir tester comment les valeurs portées par les coopératives du partage pouvaient se traduire, s'illustrer dans des opérations de réhabilitation de logements existants, dans une politique menée, par exemple, par la rue en France, quid en Suisse, et pour voir comment les bailleurs sociaux peuvent aussi tirer parti des savoir-faire développés par les coopératives en Suisse, mais aussi par les CLT en Belgique, par exemple, ou évidemment l'habitat participatif en France. Voilà le déroulé complet du dispositif que nous avions mis en place et comment il s'est décliné jusqu'à aujourd'hui dans nos réflexions. Merci de votre attention. Merci infiniment pour vos deux présentations. Je suis très, très contente d'être avec vous, encore une fois ce soir, pour ce troisième cycle, enfin, la troisième étape de ce cycle de conférences. Vous êtes très, très nombreux. On va laisser de la place aux questions. Si vous permettez, je vais effectivement peut-être avoir un tout premier échange, une introduction et un échange avec Nathalie Monge et puis Franck Huillard, et ensuite on va ouvrir à la salle et on va vous entendre et entendre voilà, les échanges que ces deux très belles présentations auront assurément suscité. Peut-être ce que j'aimerais dire, ce qui m'a... Donc, ce n'est pas la première fois que je vous entends, mais là, je vous entends les deux, peut-être quand même ciblés sur la thématique en fait, qu'on a cherché à mettre en exergue ce soir, la question des ressources et du commun, peut-être. Ce qui m'a complètement frappée dans votre approche, c'est c'est la proximité au terrain, et ce n'est pas par hasard. En fait, vous étiez avec des gens, donc vous avez marché sur ce territoire, vous l'avez parcouru. Vous l'avez vu à hauteur de yeux, donc à une échelle très, très petite, et avec, je dirais, mais c'est peut-être le deuxième élément que j'aimerais relever, avec je trouve, une vision finalement, enfin oui, une vision positive, parce que vous décelez des potentiels, vous décelez des systématiques et des processus qui peuvent être déclenchés, qui quelque part peuvent transformer ce territoire qui est finalement si restreint. On peut voilà, vous avez la grande traversée, je crois que ce n'est pas une grande traversée, c'était plusieurs. Vous n'êtes pas arrêté
à la rue Le Pic, mais vous avez été bien au-delà, loin dans ce territoire. Donc, c'est en même temps ce côté absolument fascinant du bassin genevois, c'est qu'il est saisissable, je pense, vraiment saisissable et saisissable à l'échelle humaine. Et donc, ce qui m'aurait intéressé, c'est de reprendre en fait la question, je dirais, des deux aspects. La question de l'échelle du quartier que Nathalie, vous avez abordée, et abordée finalement de manière extrêmement simple, je dirais, qui nous fait dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas maintenant? Pourquoi je ne sors pas? Je ne suis pas loin de la jonction. Pourquoi on ne le met pas en place maintenant? Et qui me fait penser à une autre expérience qui est en cours en Europe, à Barcelone, plus exactement avec le Superbloc. Finalement, on imagine un système, mais on ne l'imagine pas hors sol, mais on l'imagine avec les gens. Et ensuite, on passe à une démultiplication de ces travaux. Donc, ce qui m'intéresserait, c'est si vous pouviez m'en dire un peu plus sur comment vous pouvez, à partir des cas d'études, vous avez eu des laboratoires, comment est-ce que vous imaginez que ce système puisse vraiment se transformer en processus? Vous avez utilisé le terme « on ». Donc, il y a un jeu d'acteurs. Comment est-ce que vous imaginez qu'on puisse mettre en route un système finalement ou un processus qui a, et je pense que vous en faites la démonstration, a la capacité de retourner, d'améliorer îlot par îlot, lieu par lieu, la situation. Et puis ensuite, inversement, peut-être, Franck, si par la suite, ce qui m'intéresserait, ce serait votre regard plutôt à partir de ce que vous appelez la forêt métropolitaine. Comment est-ce que vous, inversement, vous voyez en fait une possibilité de mise en place de ce processus pour qu'il puisse finalement, là aussi, se démultiplier, aller à la rencontre de la ville, si j'ose dire, ou voilà. Donc, si on pouvait, à partir de ces deux perspectives, l'échelle du quartier, qui est finalement le premier ancrage de l'habitant de la ville dans sa ville, aller à au pendant dont il a besoin, c'est-à-dire c'est le paysage, le non bâti qui rend possible le vivre en ville, si j'ose dire. Merci pour la question. Une fois, moi, j'ai lu un petit bout de texte à mon fils qui disait, qui parlait de ce partage, comment on pourrait vivre plus ensemble et tout ça. Puis lui, il m'a dit, mais allez, moi, je veux ça demain, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai qu'on en a envie, donc c'est ça le plus important, j'ai envie de dire. Ce qu'on a vu, nous, c'est un peu, c'est quand on a été sur le terrain, et en fait, c'est le problème de la propriété privée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un îlot, chaque parcelle est à son propre propriétaire. Et en fait, ce qui serait la première chose à faire, c'est d'essayer de mettre ensemble déjà ces propriétaires avec une vision de la part alors je vous dis tout de suite, j'ai tout réfléchi, de la part d'un service, peut-être que ce serait un service de rénovation urbaine, qui n'existe pas aujourd'hui, mais qui serait focalisé à accompagner les propriétaires et les gestionnaires, déjà de ceux qui seraient partants. Il faudrait faire déjà un projet, trouver des propriétaires d'un îlot comme ça qui seraient partants à se dire, OK, comment on fait plutôt que d'avoir ma propre chaufferie, comment j'arrive à faire une chaufferie un peu plus... il y a d'autres choses, parce qu'il y a la question des chaufferies, il y a d'autres éléments, mais aussi comment on met en commun, finalement, au niveau d'une forme cohérente, la gestion de ces appartements. Donc, ça commencerait par du foncier. À mon avis, ça commencerait par du foncier. C'est un accord foncier, clairement, sur qu'est-ce qu'on met qu'est-ce qui reste du privé-privé, qu'est-ce qui peut devenir du collectif, comment on ouvre les choses et comment on met en place s'il y a cet accord. Et puis, s'il y a surtout un accompagnement de ce service de rénovation qui serait là
qui auraient les compétences de guider, qui auraient les compétences de pouvoir donner finalement d'un guide de comment on va faire. Donc, ça veut dire qu'il faut acquérir de la compétence et il faut pouvoir discuter avec ses propriétaires. Et puis, c'est une question, voilà, être prêt à cette expérience. Je suis désolée, à chaque fois, je simplifie tellement, mais moi, je pense que c'est une question... il faut une politique et une volonté claire d'accompagner ça et puis et de donner des bonnes pistes parce qu'il y a des bonnes pratiques qu'il ne faut pas louper. Et puis ensuite, il faut mettre en œuvre en fait directement. Enfin, c'est commencer. Et après, une fois que les propriétaires que le foncier est résolu, après, il faut directement intégrer les habitants, en fait, même dans leurs propositions de ce qu'ils peuvent faire en fonction du contexte et du lieu. Donc, alors, moi, je le vois. Par contre, ce qui est important, c'est de nouveau, c'est toute cette préparation en amont, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir dire aux gens qu'est-ce qu'on attend d'eux, avoir les compétences pour les accompagner, avoir des financements et des incitations à le faire. Donc, il faut leur proposer un cadre, en fait, qui permettrait finalement de les encourager à se lancer dans cette opération. Ce qui nous a quand même beaucoup frappé, notamment dans ce qui est porté par les coopératives ou les quartiers coopératifs, même maintenant, qui sont en train aussi d'émerger, c'est qu'on voit qu'il y a déjà une implication très en amont des habitants. Alors, pas systématiquement, mais en tout cas, le fait d'expliquer qu'il y a un engagement à prendre et donc une forme d'implication qui, pour le moment, n'est pas du tout demandée ou très rarement aux habitants. Je sais que ce n'est pas simple du tout, ça dépend évidemment des conditions de vie, ça dépend de tout un tas de paramètres qui fait que les habitants ont plus ou moins la capacité de s'impliquer. Et le fait d'avoir une implication très amont, c'est se garantir la suite qui va être donnée à tout ce qu'un quartier ou un programme d'habitat peut porter sur ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire les valeurs du partage, de la circularité, de la coopération. Ce n'est pas en claquant des doigts, je pense qu'on rentre dans un lieu de vie où on nous explique que désormais, il faut tout partager, il faut renforcer toutes les formes de circularité et il faut coopérer. Ça ne s'instaure pas. Donc, ce qui relève en tout cas des expériences genevoises, c'est ça. Alors maintenant, c'est comment on décline et comment on amplifie ce qui a déjà été expérimenté. Et quand on aborde la question sur les quartiers existants, eh bien, il serait intéressant de faire une expérience pour comprendre comment les habitants perçoivent cette projection d'un devenir possible, comment des pistes sur la question du partage. Si on prend l'exemple du partage des voitures, qui aujourd'hui est un sujet qui commence à être largement exploré, mais qui ne se traduit pas encore de façon extrêmement amplifiée dans les programmes de logement, eh bien, il faut mettre en perspective peut-être la possibilité de ce qu'implique le partage d'un certain nombre de biens ou de ressources, y compris sur un quartier existant. Et donc, soit on s'aperçoit que les habitants sont à 1000 lieues d'envisager quoi que ce soit en termes de changement, soit on s'aperçoit qu'il y a des idées à donner, il y a une mise en perspective à proposer pour voir ce que ça enclenche comme prise de conscience, comme peut-être d'ailleurs comme nouvelle hypothèse qui n'avait jamais été envisagée. Et peut-être qu'on a aussi à l'échelle de quartier ou à l'échelle, je ne sais pas, oui, mais appelons ça échelle de quartier, la possibilité de mettre en partage certains espaces qui, pour le moment, n'ont jamais été reconnus comme des espaces partagés, y compris peut-être des espaces publics. Donc, c'est tout ce processus-là qui nous semble intéressant
de mettre en place, de tester, même si… et de prendre, du coup, de s'appuyer sur les expériences de quartiers neufs qui, pour le coup, ont déjà testé en quelque sorte ce type de dispositif. C'est vraiment l'enjeu de l'existant qui nous paraît… L'enjeu de l'existant, ce n'est pas juste la rénovation thermique et le tour est joué, quoi. C'est ça, je pense que ça effectivement, enfin, je pense dans vos réflexions, dans vos travaux, enfin, c'est bien ce que vous montrez. Et on a, enfin, à la dernière session, on avait finalement aussi parlé de projets pilotes et d'expérimentation. On le fait à nouveau. Et je pense que c'est pas par hasard. C'est-à-dire, on voit bien que dès le moment où on doit se projeter dans de nouveaux modèles, c'est vraiment effectivement dans l'expérimentation qu'on peut le faire. Et ce que je relève aussi dans vos propositions, finalement, ce que j'entends, c'est… alors, on fait de l'installation éphémère dans l'espace public, mais en fait, ce que vous proposez, ça va bien au-delà. C'est des territoires en fait qui sont mis en expérimentation. Et peut-être, je pense que pour certains acteurs, en tout cas, là, je représente l'État de Genève et l'Office de l'urbanisme. C'est certain que la question de l'expérimentation, il faut qu'on utilise cet outil. Et c'est peut-être à des échelles plus vastes qu'il faudrait le faire. Il y a quelque chose que nous rappelons à chaque fois, ou très souvent, notamment aux collectivités françaises, c'est que, évidemment, c'est la question du modèle économique proposé par les formes coopératives. Et en fait, c'est un modèle économique qui, évidemment, pas un modèle de profit, mais qui, en revanche, fait quand même suffisamment de bénéfices pour pouvoir le réinvestir sur des équipements, sur des services, et donc sur, évidemment, ce qui est aussi fondamentalement rattaché à un lieu de résidence. Et quand on voit que certaines collectivités ont de plus en plus de difficultés à financer des équipements, alors je ne dis pas que d'un seul coup, l'ensemble des productions de logements vont prendre le relais dans la production d'équipements publics, ce n'est pas ça. Mais par contre, il y a quand même une réalité dans la manière dont on produit pas simplement un lieu de résidence, pas simplement un lieu où on trouve du service, mais on trouve aussi des équipements. Et là, il y a un modèle économique alors, qui est pour le moment largement utilisé, déployé en Suisse. Et en tout cas, on s'interroge sur la manière dont cette transposition serait pertinente ou pas en France. En France et peut-être sur d'autres, je m'excuse si j'ose juste dire ça encore parce que sur d'autres types, pas seulement sur le logement, vous avez abordé, Nathalie, aussi la question de la multifonctionnalité dans la ville et je dirais que ça fait dans les projections ou dans les possibles que vous évoquez et que vous explorez par vos travaux. En tout cas, Nathalie Manger, vous l'avez explicitement abordé, et la question de la multifonctionnalité de la ville, donc la fin, je dirais, de la ségrégation et du zoning. Alors, je ne sais pas si c'était dans ce sens-là que vous vouliez aussi intervenir, mais si jamais, ce serait aussi un sujet qui m'intéresserait d'approfondir un tout petit peu avec vous maintenant. Ça a changé aussi, on va dire, dans certaines années, il y avait une échelle de référence qui était celle du quartier et on vivait son quartier. Et c'est vrai que maintenant, on est passé à une échelle de référence qui est notre logement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on décide? On décide d'aménager notre logement comme on veut, avec la chambre à coucher, machin, le canapé. Mais on n'a pas cette opportunité de pouvoir aménager notre îlot comme on aimerait, en fait. C'est ça. Et ce cadre de vie-là, c'est fondamental. Et puis finalement, on n'est pas obligé d'être tous coopératifs. C'est aussi… alors, deux choses. Déjà, pour dire que ce n'est pas parce qu'on envisage l'îlot et de pouvoir l'aménager d'une autre façon, on est tous coopératifs, on est dans un modèle où on veut absolument vivre ensemble en coopérative. Oui, peut-être, mais peut-être que aussi on va décider de le faire avec des frontières bien définies. Mais par contre, là où je suis sûre, c'est que même si on veut vivre un peu plus privativement, on peut quand même envisager l'îlot d'une autre façon, peut-être même pour tous, en fait, d'une façon différente. C'est ça qui est intéressant finalement. Et aussi, pour revenir à cette multifonctionnalité, c'est finalement, aujourd'hui, quand on a un appartement de 100 mètres carrés, on est responsable de son appartement de 100 mètres carrés. Maintenant, si j'ai un îlot où je peux discuter avec mes voisins, de savoir qu'est-ce qu'on peut en faire et tout, mais c'est tellement énorme
enfin, on le voit comme un objet tout d'un coup multifonctionnel. Et on pourrait faire ci, et on pourrait faire ça. Et c'est là où on va se rendre compte que, OK, si je prends mon eau de pluie, ça va nourrir, ça va prendre l'eau du potager. Les potagers, ils vont tout d'un coup servir au restaurant de l'EMS. Et puis que, mais après que... Je veux dire, c'est l'envisager cet objet comme impossible. Ça ouvre toute cette multifonctionnalité. Et aujourd'hui, on manque d'espace, on se plaint beaucoup qu'on n'a plus d'espace, que ci, que ça, parce qu'on n'a plus d'espace personnel, mais on a un énorme espace commun. C'est envisager. Moi, je suis très confiante sur le fait qu'avec la même chose, on peut faire complètement autrement, quoi. Très bien, merci beaucoup. Ah. Je propose que maintenant, il est 7 heures, qu'on ouvre les questions à la salle. Donc, à vous. Je me permets juste de vous titiller un peu avec cette idée de Nathalie de la bourse au mètre carré là, dont elle a parlé à un moment donné, qui parle justement d'une question de densification des villes, d'optimisation de l'espace, et qui rappelle bien sûr que les villes, y compris le Grand Genève, ne sont pas nécessairement les villes de leurs habitants actuels, et que la planification n'est pas la planification pour les habitants actuels, mais surtout pour les habitants futurs, pour les habitants qui ne sont pas là, parce que les villes ne sont pas limitées à l'espace de vie, à le temps de vie des habitants présents. Ça, c'est un peu la question que je voudrais poser. Et je sais que, par exemple, Marcelin Bartassa se mesure souvent avec cette question, cette opposition entre densification et non-densification, densification et extension, ou densification et protection du patrimoine. Et la question qui se pose, bien sûr, est quelle participation des gens à venir? Comment peut-on imaginer la ville de la transition vers les habitants à venir et non pas vers les habitants actuels? Question un peu brûlante aujourd'hui. Ouais, Panos. Ouais, Marcelin. Oui, Marcelin. Ben, disons, je rebondis un peu sur ce que vient de dire Nathalie par rapport au fait qu'avec la même chose, c'est intéressant cette phrase, avec la même chose, on peut faire autrement, quoi. C'est-à-dire que sans forcément un bouleversement comme il a eu lieu entre le 19e et le 20e, comment aujourd'hui, avec cet héritage du 20e, fragmenté, plus ou moins chaotique, plus ou moins ordonné, aujourd'hui on pourrait imaginer de rethématiser. Je crois que Franck Culliard a été aussi magnifique, enfin les deux interventions m'ont beaucoup plu. Dans cette idée, par exemple, audacieuse, utopique d'un ensauvagement de la ville. Il y a 10-15 ans, quand on s'occupait du plan paysage de l'agglomération, on s'était aussi un peu inspiré du travail de Caroline Stefanusko sur l'idée d'un urbanisme végétal. Et on voit qu'avec la transition et le Covid aujourd'hui, les concepts s'accélèrent et on va effectivement beaucoup plus loin. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est que, en fait, la ville historique nous a montré qu'elle était relativement durable, peut-être même une meilleure protection contre le climat. Les contradictions des effets du mouvement hygiéniste qu'ont distendu la ville, notamment dans les franges urbaines, avec la charte d'Athènes, nous ont conduit à ce que vient de dire Nathalie, notamment sur un espace commun, généreux, mais qui est plus ou moins délaissé. Là, je me réfère, disons, aux propos de Gilles Clément sur l'idée que ce tissu distendu de la ville, pour Gilles Clément, représente une mine d'or. C'est-à-dire, ce sol, dans le fond, est-ce qu'il ne devrait pas être affecté, bordure de route, d'infrastructures, interstices, etc., au nom des règles de l'urbanisme et des polices de construction, aujourd'hui ne devrait pas être conquéri à l'image de ce que nos deux protagonistes viennent de nous montrer. Moi, je crois beaucoup à ça. Ce qui m'étonne, ce qui, à mon avis, va être très difficile à l'avenir, c'est la volonté politique au sens large du terme, c'est-à-dire une modification des mentalités, peut-être une poussée de la population qui, évidemment, va quand même redemander des comptes à la gouvernance, mais comment aujourd'hui arriver à faire des médiations et construire des consensus pour arriver demain, par exemple, dans Praille à Cassia-Vernay, peut-être à fabriquer un morceau de ville différent que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, quoi. C'est là où je vois. Alors, il y a quand même des modèles qui existent, parce que pour moi, il y a deux expériences à Zurich
qui me paraissent très intéressantes. La première, c'est celle des coopératives de Meritz-Wohnen, qui, dans le fond, ont tenté de déjouer les lois sur la construction en renouant avec le vis-à-vis, mais en créant des respirations différentes de ce que la Charte d'Athènes nous avait habitués depuis une centaine d'années. Et puis l'autre exemple, c'est l'exemple de Ouster, avec le travail de Michael Adler sur le fait que la municipalité a réussi à modifier un site qui aurait pu finir voilà, comme un site fonctionnel, bien foutu, mais là, en renouant une réhabilitation avec des friches industrielles, de l'eau. En particulier, quand vous allez à Ouster voir cette réalisation, vous avez l'impression d'être dans un petit moment de Venise. C'est vrai que c'est des modèles et des références qui aujourd'hui, du point de vue créatif, pourraient en tout cas nous enthousiasmer et surtout embarquer une partie de la population de façon plus largement. Cette idée de lieux qu'on visite et qui nous donne envie. Et puis, j'ai vu dernièrement ce quartier de Frey-Laguerre qui aussi m'a beaucoup interrogé, parce que vous arrivez dans un quartier qui n'a pas de voiture, mais il y a plein d'enfants et de vélos. Donc, en fait, c'est des réalisations modestes, mais qui peuvent indiquer, notamment à la classe politique, qu'aujourd'hui, il y a des directions de projets qui peuvent être différentes. Mais je crois que c'est un de vous deux qui l'avait dit, Nathalie ou Franck, peut-être que ça nécessite effectivement un dépassement de la culture légale, entre guillemets, ou légaliste ou réglementaire, à une culture plus audacieuse de l'invention. Et là, je pense que ça va être une vraie difficulté. En tout cas, un facteur limitant. C'est limitant parce qu'on ne sait pas, mais en fait, c'est une barrière mentale. Mais en fait, il n'y a rien qu'on ne peut pas faire de mise en œuvre. En fait, on fait bien plus compliqué dans des projets nouveaux, dans les infrastructures qu'on met en place. Voilà. Donc, techniquement, il n'y a rien de difficile, en fait. Donc, c'est juste que c'est dans notre tête. Et c'est pas rien, hein, ça, mais il suffirait peut-être de laisser place à des jeunes, là, de leur faire confiance, de nous faire quelque chose. Il suffit, après, maintenant, on pense de tester. Et puis, 1 test, 2 tests, 3 tests. On a déjà cité 3 exemples, Marcelin, qui, voilà. Donc, peut-être que pour dépasser ces barrières mentales, on va dire, je veux dire, pourquoi on n'y arriverait pas? Moi, ça me paraît... Faire autrement dans sa tête, c'est vrai que c'est une posture et puis il faut avoir envie de le changer, mais c'est tout à fait possible. Et on peut se faire accompagner pour ça aussi. Et ça veut aussi dire qu'on a valorisé dans les exemples que tu as cités, Marcelin, c'est-à-dire qu'il y avait au départ un noyau, un ensemble de gens qui avaient envie de ça et qui portaient cette idée et ils ont pu la réaliser. Donc, c'est dans l'accompagnement, je dirais, c'est aussi profiter d'énergies qui sont là pour effectivement les accompagner dans la réalisation de leurs projets, qui peuvent ensuite devenir autant d'exemples qui font envie et qui pourraient se démultiplier, en effet. C'est vrai qu'il y a des quartiers, il y a les vergers, il y a plein d'éco-quartiers qui naissent partout, mais c'est vrai que voilà, un bout de quartier existant qui va se revivre, se revitaliser sur lui-même, à Genève, on n'en a pas. Peut-être, Nathalie, je t'interromps vite. Je pense qu'on peut quand même saluer, elle a 20 à 30 ans d'expérience, c'est l'îlot 13. Oui, mais c'est qu'un îlot. Oui, c'est un petit îlot. C'était prévu à la démolition, je vous rappelle, et que c'est un travail d'étudiants que la ville de Genève a récupéré pour en faire finalement une opération, notamment de coopérative. C'est juste ce que tu dis, oui. Il faut te rappeler que la question de l'expérimentation est liée aussi au droit à l'erreur et qu'aujourd'hui, pour des raisons politiques et juridiques, l'erreur n'est pas envisageable, parce qu'il y a derrière des économies et des risques. La question du risque, la culture du risque n'est plus acceptable ni par la population ni par les politiques. Les deux sont liés. Et que pour créer cet espace d'expérimentation, il faut créer un périmètre où l'erreur est possible, acceptable et pas critiquable, ou en tout cas pas critiquable parce que c'est une erreur, mais certainement exploitable pour l'erreur. Mais ça, c'est une question
de protocole, en fait, quelque part, de recherche, en réalité, Ariane, non? Et tout à fait. Et je pensais aussi, et je m'excuse, il y a des déclencheurs aussi d'autres déclencheurs en fait qu'on doit absolument saisir. La question du réchauffement climatique et de son impact, je dirais, sur la qualité de vie en ville. C'est autant d'opportunités et même dans des quartiers, je dirais, plus anciens constitués, où on voit bien qu'on va être obligé de réintervenir. Donc, quelque part, au lieu de parler que de la question du climat ou de plantes, c'est-à-dire, l'enjeu, à mon avis, c'est être capable d'utiliser des déclencheurs comme la question du réchauffement climatique des îlots de chaleur pour en faire plus, si j'ose dire, pour y associer. Je crois que Nathalie et puis aussi Franck Huyard, vous vous êtes pas promené seul, vous êtes promené avec un groupe de gens. La question du collectif, elle est quelque part, je pense qu'elle fait partie, c'est ce qui quand même caractérise la ville, c'est que c'est un projet collectif. Et je crois que si dans chacun des projets sur lesquels on intervient, on arrive à quelque part à les rendre plus complexes dans la réponse qu'ils donnent au contexte, meilleurs ils seront. Et je crois qu'on va tous être, quelque part aujourd'hui, en tout cas dans le territoire genevois, l'extension urbaine, elle va quasiment plus exister. Je veux dire, le territoire, il y a eu un temps où on a fait tomber les fortifications, on a pu s'étendre, mais aujourd'hui, je dirais, il n'y a pas d'autres fortifications à faire tomber. Et l'espace, je dirais, rural qui est là, il va en gros rester comme il est aujourd'hui. Donc, il va bien falloir qu'on apprenne de revenir sur la ville déjà construite, soit pour l'utiliser en fait dans des territoires, dans des tissus distendus, comme tu le disais, Marcelin, mais aussi dans des territoires qui sont moins distendus, qui sont déjà composés, où on voit bien qu'il y a quand même des marges, il y a quand même des vides aussi, et puis surtout du besoin d'y ajouter, de retrouver des qualités qui ont été perdues. Dans les deux travaux, je trouve qu'on a vu ce soir, il y a quelque part, c'est comme si vous décapiez le territoire pour retrouver, je dirais, des réalités qui étaient là avant et qui ont été comme banalisées par un traitement, je dirais, brusque du territoire. Et ce que vous allez chercher, je crois, autant cette idée de la part sauvage du territoire, c'est finalement ce que j'entends, en tout cas, c'est effectivement enlever des chapes d'asphalte et autres pour retrouver, je dirais, toute la diversité. Je crois que c'est un terme que vous avez utilisé aussi. Et c'est vrai que c'est encore un autre sujet, le regard justement sur le territoire, je dirais, sur ce que vous avez appelé biorégion ou bien archipel Nathalie, archipel des territoires locaux. Ce que je comprends, c'est là aussi, c'est une vision beaucoup plus complexe et une compréhension beaucoup plus fine d'un territoire qui doit retrouver sa diversité, ses usages qui ont été banalisés, si j'ose dire, et trop unifiés aussi. On peut en tout cas espérer que comme les conditions d'habitabilité sont clairement en train de changer, notamment liées aux effets du dérèglement climatique, il faut espérer en fait que, je ne sais pas ce qu'aujourd'hui on appelle encore des facteurs d'attractivité pour les métropoles. Ça reste encore une ambition qui est portée, l'attractivité. Ça n'a pas été, ça n'a pas disparu. Bon. Eh bien, en fait, ces facteurs d'attractivité, il va falloir les reconsidérer. C'est-à-dire qu'en continuant d'utiliser en quelque sorte tout le marketing proposé par les métropoles, il va falloir opérer des changements et qui sont sans doute des changements de fond. Donc l'attractivité aujourd'hui d'un territoire, ça n'est pas c'est terminé les vecteurs sur lesquels on a fondé toutes les logiques de marketing. Et donc il faut espérer, et là pour le coup, il faut sans doute se saisir de ces transformations qui sont en train de s'opérer, y compris dans la sémantique, hein, pour réorienter en réalité ce sur quoi il va falloir miser pour que ces conditions soient adaptées, plus résilientes, etc. Et donc ça peut évidemment intéresser le politique, parce qu'il voit bien aussi qu'il va manquer de vocabulaire, qu'aujourd'hui, quand il s'exprime sur ce qu'est une métropole, bien on voit qu'il y a quand même des décalages par rapport à une réalité qui est en train de s'accélérer. Et ce contexte-là, et de ce point de vue-là, très, très intéressant. D'ailleurs,
la principale particularité de ce changement que l'on est en train de vivre, c'est qu'il va se faire à une vitesse que l'on n'a encore jamais connue. Et donc, c'est plus la vitesse à laquelle il va falloir s'adapter qui va nous poser sans doute quelques difficultés. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part de la salle virtuelle? Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient réagir à ce qu'on vient de dire? Et je vois Pascal Amfou qui lève le doigt. Dans l'équipe complice de Franck, puisque j'étais dans l'équipe, je pense que ce qui vient d'être dit, je trouve ça assez intéressant par rapport au travail des deux équipes. C'est-à-dire, je pense qu'on a les deux, on a fait un effort de vocabulaire aussi, et qui n'est pas stabilisé, mais qui essaye d'échapper à certains travers. Par exemple, par rapport à ce que tu disais, Ariane, tout à l'heure, en disant, mais oui, vous proposez des projets pilotes où il faut pouvoir faire des projets de tests, etc. Je les notais, puis je disais, mais en fait, c'est peut-être ces expressions-là même qui nous piègent et qui sont encore des expressions voilà, d'une façon de faire du projet qui est avant, parce que derrière l'idée de projet pilote ou de test, c'est l'idée qu'il pourrait y avoir modèle, quoi. Et je pense qu'on abandonne un peu cette chose-là et que dans les mots mêmes, il vaut mieux essayer de parler de projet catalyseur ou de projet systémique ou tu disais déclencheur, par exemple, que j'aurais tendance à opposer par rapport au droit à l'erreur par les Panos. Bon, et il y a tout un tas de mots de ce type-là qui se réintroduisent dans nos vocabulaires et qui, en fait, sous-entendent des épistémologies de l'époque moderne, quoi, ou de la tradition moderne, disons, qu'il ne s'agit pas de renier, mais qu'il s'agit de retourner et de faire évoluer. C'est-à-dire que je crois en effet que la question de la relocalisation de grands enjeux globaux comme le réchauffement climatique, etc., elle est essentielle. On en voit bien les difficultés de mise en œuvre, mais qu'à ce titre-là, les expériences ne doivent pas être conçues comme devant faire modèle, mais comme des moyens de catalyser d'autres expériences et d'avoir une espèce d'effet d'entraînement dans le temps. Et du coup, ça lève aussi la question que Panos posait de savoir, on travaille pour les habitants du futur, alors comment est-ce qu'on fait avec des habitants qui ne sont pas là? Mais peu importe, de cette façon, si on est dans cette idée-là, on travaille avec les expériences qui sont en cours, non pas pour faire modèle pour le futur, on ne travaille pas pour les gens du futur, mais on travaille avec ceux du présent pour que les suivants puissent enchaîner et continuer. Alors, bon, je le formule très, 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 très mal, mais je pense que voilà, il y a un effort de vocabulaire. Par exemple, quand nous, on a parlé d'ensauvagement, évidemment, l'image première, elle est un peu facile parce que c'est la forêt, le sauvage, c'est la silva, étymologiquement, c'est la forêt, donc c'est la reforestation, donc c'est la renaturation, etc., etc. En fait, ce qui est fondamental pour nous dans cet enjeu-là, et on s'est beaucoup disputé au sein de l'équipe pour savoir si on appelait ça ensauvagement ou pas, c'est le fait de redonner de l'espace, mais aussi métaphoriquement, c'est-à-dire pas seulement sur des questions de territoire, mais par exemple sur des questions de gouvernance. Par exemple sur les problèmes que posait Nathalie sur les nouveaux possibles d'une politique urbaine. Eh bien, il y a un réensauvagement aussi de ces choses-là à concevoir dans la mesure où on se redonne des marges par rapport à des systèmes normatifs traditionnels. Et donc, voilà, il y a surtout ce vocabulaire-là, je crois, un travail qui anciennement aurait été conçu comme théorique et que je revendique comme extrêmement pragmatique, quoi, parce que ça change les attitudes. Bon, c'était une remarque. C'est vrai que le réensauvagement, c'est aussi rattaché effectivement à ce que tu dis, Pascal, à une forme de libre évolution. Ouais. Et, on le voit d'ailleurs aujourd'hui, c'est un vrai sujet qui concerne notamment la forêt, l'exploitation, la gestion des massifs forestiers. Il y a des mouvements extrêmement engagés sur la nécessaire libre évolution de très grands espaces, donc surtout pas d'espaces à préserver comme on le formule encore aujourd'hui. Et il y a peut-être finalement cette même ambition de la libre évolution qui pourrait aussi tout à fait s'appliquer
sur la transformation de l'espace urbain. D'accord. Et voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions de la part du public. Je pense que vous avez engagé une discussion très profonde et très intéressante entre ville de la transition et épistémologie nouvelle pour la transition que Pascal vient d'évoquer me paraît très importante parce qu'effectivement, entre la théorie et la pratique et les disciplines, enfin, l'ensemble de disciplines qui accompagnent ces changements, parce qu'effectivement, l'architecture, l'urbanisme ne peut pas partir seul du bois, parce qu'il y a des éléments beaucoup plus complexes et complets, des phénomènes sociaux, scientifiques et culturels qui démarrent et qu'on voit actuellement en marche vers ce qu'on pourrait nommer l'architecture, l'urbanisme et la ville de la transition, si on imagine que tout ça est possible. Et je pense que les gens qui sont là ce soir le pensent possible. Nous sommes donc au départ d'une espèce de changement qui est aussi engagé dans le Grand Genève, y compris à travers les politiques publiques. Le fait qu'Ariane Widmer est là et qui pose ces questions avec ses responsabilités, et que Marion Charpier-Prouvost et d'autres, je vois aussi Aude Catoire, déjà engagé au niveau d'un masse agglo. Donc tout ça, ça signifie qu'il y a effectivement une mouvance qui s'engage. S'il n'y a pas d'autres questions de la part du public, nous allons lentement acheminer vers la fin de cette très belle séance. Donc, je dois tout d'abord remercier chaleureusement Nathalie Monger et Franck Huillard pour leur magnifique présentation. Merci évidemment à Ariane Widmer et Marion Charpier-Prouvost pour cette solide alliance qui nous permet de mettre en place cette série de conférences qui, je pense, commence à intéresser bigrement le public. Et on arrive à la fin. Je ne devrais pas cette fois oublier de remercier l'équipe de la Fondation, Kim, Hélène, Diane et Mélodie que vous voyez ici présentes, qui ont préparé tout ça depuis des jours et des semaines. Merci à vous tous de votre présentation, de votre présence et rendez-vous aux prochaines séances. Merci à vous. Bonne soirée et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir à tous.